Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je te conseille de bien prendre ton souffle et ta respiration parce que je t'emmène plonger dans les profondeurs avec ce magnifique ouvrage écrit par Guillaume Néry qui s'appelle Nature aquatique et qui est sorti aux éditions Artaud. L'ouvrage fait quelque chose comme 206 pages et il coûte 16 €, voilà pour la petite fiche technique. Je remercie au passage bien entendu les éditions Artaud qui me l'ont fait gagner à Noël sur le concours Instagram. Je suis contente du coup d'avoir pu le lire et de pouvoir t'en parler dans la foulée. Qu'est-ce que je peux te dire à propos de Guillaume Néry? Guillaume Néry, tu le connais peut-être certainement. Il est champion d'apnée, champion français d'apnée et je crois qu'il s'est illustré notamment à 4 reprises en battant le record du monde. Ce qui est pas rien parce que dans des profondeurs aussi énormes, chaque millimètre compte et chaque centième de seconde compte si je puis dire. Et de quoi nous parle Nature aquatique? Parce que tu l'auras compris, ça va parler d'apnée, ça va parler de Guillaume Néry puisque c'est un roman, enfin c'est pas un roman mais puisque c'est un ouvrage autobiographique. Mais de quoi ça parle plus que ça? C'est un ouvrage qui commence notamment avec le grave accident d'apnée qu'il a eu, je crois que c'était en 2015 à Chypre, un accident dramatique qui a failli lui coûter la vie et qui a complètement remis en question son rapport à la mer, son rapport à l'apnée et finalement qui a débouché sur tout un tas de questions personnelles et existentielles et sur sa façon de plonger et c'est en fait de ça qu'il est question tout au long de l'ouvrage où l'auteur va revenir sur cet accident mais va aussi revenir et nous raconter dans une sorte d'introspection tout son parcours d'apnéiste, de ses premières plongées en club de plongée enfant et tout simplement de ses premiers frissons d'apnéiste, comme quand il était enfant et qu'il jouait à qui retiendrait sa respiration le plus longtemps avec ses copains de classe, aux premières plongées en club. Donc évidemment ça revient sur tout ça, ça revient sur l'accident, ça revient sur l'après-accident, sur comment on se reconstruit après ça, quelles leçons on en tire. Donc ça c'est absolument passionnant. Et il y a toute une deuxième lecture de cet ouvrage, ce sont les réflexions même que l'auteur s'est fait à propos de l'écologie, à propos de la mer, à propos de la santé des océans, à propos de notre rythme de vie, où il tisse des parallèles entre l'apnée, la lenteur de l'apnée et une vie toujours plus rapide où on nous demande d'en faire toujours plus et où finalement cet accident va remettre en question toutes ces questions-là où il y a une espèce de, dans le monde de l'apnée là aussi, de course au record, de course à la profondeur, où il faut toujours en faire plus, toujours plus loin, toujours plus fort si je puis dire, toujours plus profond, toujours plus longtemps, et où du coup après cet accident il ne pouvait plus plonger comme ça a été le cas. Il faut savoir que l'accident est arrivé vraiment tragiquement par une mégarde de préparation en apnée, mais où il devait plonger à tant de mètres. Je crois que déjà il avait une plongée de... il descendait à 126 mètres de profondeur et où là il devait tenter de battre son propre record et où il y a eu un problème de marquage sur les fils qui suivent pour plonger et qu'il est descendu, je crois, quelque chose comme... 10 mètres plus loin, quelque chose comme ça, je veux pas te dire de conneries, mais c'était un accident qui aurait vraiment pu lui coûter la vie. Ce qui, si tu connais un peu la physiologie du corps humain, les contraintes que la mer, la pression et les échanges respiratoires ou non respiratoires d'apnée créent sur le corps, 10 mètres, c'est colossal, c'est monstrueux et c'est presque miraculeux qu'il s'en soit sorti avec... entre guillemets si peu de séquelles à l'heure actuelle. Donc de cet accident va en découler tout un questionnement. Donc maintenant qu'est-ce que je peux te dire un peu plus à propos de l'ouvrage dans ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Quelque chose que j'ai aimé concernant l'écriture pure et dure, c'est que son style d'écriture, je trouve, varie en fonction des événements qui arrivent en fait. Et on a quelque chose avec des phrases ultra brèves, ultra ponctuées, tac, 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 quand on est dans une certaine forme de routine, mais aussi une certaine forme de concentration et de routine dans le bon sens du terme. Par exemple, la routine de l'apnée où ce sont des gestes et un rituel qui est préparé avant chaque plongée. On va avoir des petites phrases très courtes, presque des longs silences entre chaque événement.
et des phrases bien plus diluées, bien plus longues quand dès qu'on est de l'ordre de la réflexion pure et dure, des pensées de l'auteur entre guillemets qui divague, où il nous livre ses propres réflexions, où il est dans l'introspection. Donc ça, j'ai trouvé ça très amusant de voir ces styles d'écriture évoluer en fonction du style d'événement et du type d'événement qu'il raconte, qu'il vit, puisque c'est autobiographique, donc au fur et à mesure des événements, l'écriture varie. Donc ça, c'est très amusant à lire, je trouve. Seul point un peu négatif, c'est que je trouve qu'on a à plusieurs reprises dans l'ouvrage toute une espèce de litanie avec des noms qu'il veut citer. C'est cette espèce d'envie de citer absolument tout le monde qui était présent tel jour à telle heure en train de faire ceci. Il y en a fréquemment dans l'ouvrage des passages où il dit j'étais au club de plongée, un tel était ici, bidule était là, il y avait machin, il y avait machine, il y avait ça. Ce qui fait que ça alourdit un peu la lecture, que ça n'apporte pas grand chose, même si je comprends évidemment cette envie de n'oublier personne entre ces pages, de mentionner tous les gens qui ont été importants et qui ont compté pour lui. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très appréciable, de voir comment ses entraînements dans un petit club provincial a vraiment façonné l'apnéiste qu'il est, justement parce qu'il était dans un club où on faisait pas de hiérarchie en fonction des grands champions, des grands plongeurs qui plongeaient depuis plus de 15 ans et des petits débutants. Il y avait vraiment tout le monde sur un piédestal et tout le monde mettez la main à la pâte, si je puis dire, pour la préparation de la plongée, pour l'entretien du bateau, pour l'entretien du matériel, ce qui a justement forgé, je pense, en lui une certaine forme d'humilité, de respect vis-à-vis des éléments, vis-à-vis de la mer, vis-à-vis du milieu, vis-à-vis de l'apnée et vis-à-vis de toutes les personnes qui travaillent avec lui, parce que, évidemment, un record du monde, c'est pas le seul fait d'un homme qui plonge et qui réussit l'exploit, mais c'est aussi le fait de toute une équipe qui a autour, qui prépare ses plongées, qui l'aide à préparer, de toutes les personnes avec qui il s'est entraîné et qui ont façonné l'apnéiste qu'il est, même si c'est l'homme qui réussit cet exploit. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant quand même s'il y a ce petit défaut qui alourdit un peu la lecture, je trouve. Et évidemment, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il met bien évidemment en avant dans cet ouvrage ce qu'il appelle les anges gardiens des mers, qui sont évidemment toute l'équipe de sécurité qui encadre chaque plongée. Et c'est bien de les mettre un peu en avant parce que, comme je disais, en général, le record du monde d'un apnéiste, il est dû à énormément de personnes, et s'ils peuvent faire ces records sans se mettre trop en danger, et c'est ce qui a été le cas dans ce livre, c'est justement qu'il y avait ces anges gardiens pour comprendre que ça n'allait pas, pour comprendre qu'il y avait un truc paranormal qui se passait et venir le secourir. Donc ça, par contre, j'ai trouvé que c'était absolument admirable qu'ils le mettent en avant dans l'ouvrage et qu'ils le mettent bien en avant. Évidemment, autre point et autre réflexion de l'auteur très intéressante, c'est que évidemment il y a tout au travers de ces pages, on va se rendre compte qu'il y a toute une question de comment on se reconstruit après cet accident, comment on apprend à refaire confiance aux autres, à se refaire confiance. C'est vraiment un livre aussi sur la confiance en soi, sur la confiance aux autres. C'est pas, et justement ce que j'ai trouvé agréable, c'est que c'est pas fait à la façon d'un livre de développement personnel à la con avec des grandes phrases, quand on va on peut, toujours plus vite, question de motivation ou ce que tu veux. Non, là c'est vraiment, on est vraiment dans l'introspection et dans l'intime d'une personne et dans ses blessures, dans ses failles, parce que évidemment ça a été un événement qui a laissé des séquelles. Comment on gère le risque, comment on gère le risque dans les sports extrêmes, avec justement, comme je te le disais, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a du coup droit à toutes les phases d'organisation, de répétition, d'entraînement, d'anticipation, de routine, de travail d'équipe. Ce qui justement permet aux sportifs d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en ses capacités, de pouvoir se dépasser. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours quand on lit des biographies de champions, où on va peut-être avoir les grands chiffres, les grands exploits, et peut-être un peu moins tout cet aspect préparatoire, tout cet aspect de comment on gère le risque, qu'est-ce qui aide à gérer le risque, comment se façonne le mental d'un champion, si je puis dire. Donc ça, c'est très intéressant. Et comme je te disais, il y a une espèce de double lecture, de bilecture au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Il y a toute une réflexion qui s'effectue sur le besoin de lenteur, l'apologie de la lenteur, une invitation à prendre son temps pour sortir de la dictature actuelle, de toujours plus vite, toujours plus loin, de la surconsommation.
C'est vraiment une ode, là encore, à la Méditerranée, à la mer et à ce milieu marin qu'il aime tant, malgré cet accident, et qui, je crois, avec cette prise de conscience de besoin de ralentir, qu'il a ressenti après son accident, se sont peut-être réveillés ou remanifestés plus intensément toutes ces questions écologiques qui le taraudaient déjà peut-être un peu, et tout ce besoin de s'engager pour la protection de la Méditerranée. Donc ça, c'est aussi intéressant à relever dans le livre. Pour finir, parce que je vais pas faire beaucoup plus long, comme je te disais, c'est un excellent plaidoyer à la fin, notamment de l'ouvrage, pour la protection de la Méditerranée. Ça, on sent vraiment que son amour de ce milieu-là, et notamment de cette mer Méditerranée, il est pas fin, il est réel et il est profond. Et comme je te disais, derrière toute cette ode à la lenteur, toute cette invitation au ralentissement et à faire communion avec la nature et notamment l'élément marin, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut rapprocher du journal de nage de Chantal Thomas dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Je te mets l'affiche quelque part, je sais jamais où, qu'elle avait écrit en confinement et qui avait aussi un rapport au temps, à l'intime, à l'histoire intime qu'on se raconte avec la mer et à l'histoire et à comment la mer influe sur notre intimité, sur le rapport qu'on peut créer, voilà, avec elle. J'ai trouvé, voilà, que même si l'ouvrage souffrait par moments de quelques passages qui sont un peu décousus, où on a du mal à situer, est-ce qu'on est encore dans l'accident, est-ce qu'il est dans le coma, est-ce que ce sont des pensées qu'il a eues dans le coma, ou est-ce que c'est des choses qu'il a vécues après. Il y a des moments où on perd un peu le fil, ou alors peut-être que j'étais très fatiguée quand je l'ai lu. Il y a quelque chose d'un peu décousu comme ça, mais de la même façon qu'il y a cette écriture un peu décousue par moments dans l'ouvrage de Chantal Thomas, qui ont tous les deux ce rapport à la mer, mais il y a aussi justement dans cette écriture, dans ces vagues de souvenirs, ces va-et-vient de souvenirs, justement quelque chose qui, même dans l'écriture, se rapproche énormément du rapport à la mer. On a l'impression d'avoir ce ressac de la mer qui berce toute l'écriture et qui est des flots et des voilà, je peux pas te le dire autrement que comme ça. Et c'est ressac et c'est voilà, va-et-vient de pensée, comme on a le va-et-vient de la mer. On a toute cette métaphore là, je te la refais pas, je l'ai assez développée je pense dans la vidéo sur le journal de nage de Chantal Thomas, mais je trouve que ce sont vraiment deux œuvres que l'on peut rapprocher. Et si tu as aimé le journal de nage de Chantal Thomas, je pense que lire Nature aquatique de Guillaume Néry va te passionner, et inversement, si tu as apprécié cette lecture, peut-être essaye de lire le journal de nage de Chantal Thomas, ça va aussi te plaire, parce qu'on a vraiment un rapport au temps, un rapport au souvenir, un rapport à la mémoire, un rapport à la mer et à l'environnement marin un peu similaire, même si évidemment les deux ouvrages ont lieu dans des contextes complètement différents, à part quand on est dans la Méditerranée. Alors, est-ce que c'est le pouvoir de la Méditerranée que d'éveiller ça en chacun de nous qui s'y baignons? Je sais pas, mais voilà, c'est une question intéressante à se poser. Je fais pas plus long. Dis-moi si tu as aimé cette lecture. Dis-moi si tu as lu les autres ouvrages de Guillaume Néry. Pour ma part, c'était le premier que je lisais. Bien que je connaissais ses exploits et les vidéos dans lesquelles il avait participé, je crois que c'était les vidéos de son ex-compagne qui étaient absolument poétiques et impressionnantes. Je te mets un petit lien en description si j'en trouve un. Mais du coup, c'était le premier ouvrage que je lisais et j'ai plutôt passé un agréable moment à lire, et c'est encore un ouvrage que j'ai globalement dévoré d'une traite. Je vais être pas plus long et je te dis à bientôt. À bientôt mes petits poissons, bonne lecture.